Bonjour à tous, merci au comité scientifique de m'avoir invité à parler au cours de cette session passionnante sur la tricuspide, sur une technique en plein boom, qui est la réparation tricuspide bord à bord, hein, par clip, par voie transcathéter. Alors, pourquoi cette technique est en train d'apparaître? Tout d'abord parce que les recommandations ont commencé à peut-être y mettre une place chez des patients qui ont des IT secondaires sévères, symptomatiques, qui ne sont pas à un stade trop avancé de dilatation VD ou d'HTAP, mais qui sont jugés un risque opératoire très important pour qu'on puisse évoquer un traitement percutané plutôt qu'une chirurgie. Alors pourquoi? Parce que la chirurgie a mauvaise réputation dans l'insuffisance tricuspide. On sait que la mortalité est de l'ordre de 10%, mais qu'il y a une très grande variabilité et que la mortalité peut être parfois extrêmement importante. Et c'est ce qu'a bien montré mon collègue Julien Dreyfus au CCN en développant un score magnifique qui est le TriScore, qui a pour but de prédire la sévérité, la mortalité intra-hospitalière après une chirurgie tricuspide isolée. Et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas une question qu'elle soit fonctionnelle ou organique, mais c'est une question de retentissement de la fuite avant la chirurgie qui va déterminer le pronostic, avec lorsqu'on intervient tôt une mortalité très faible, de l'ordre de 3 à 4%, et lorsqu'on intervient tard, avec un TriScore très élevé, une mortalité à 65%. Et donc ce TriScore a des paramètres qui sont facilement calculables: l'âge, la classe NRHA, les signes cardiaque droite, la dose de diurétique, la fonction rénale, la fonction hépatique altérée, la FEVG basse et la dysfonction VD. Et plus ce TriScore va être élevé, plus le patient sera à risque opératoire. Et donc dans la sélection du patient, il y a aussi l'évaluation de son risque, et le TriScore est désormais un élément central de la décision. Pour pouvoir traiter par voie percutanée, il faut que la fuite soit sévère. Et donc, pour ça, on a des critères ETT que vous connaissez bien, qui sont assez classiques, hein, avec des critères d'IT sévères comme un défaut de coaptation centrale à plus de 7 mm, une PISA à plus de 9 mm permettant d'avoir une surface de l'orifice régurgitant à 0,4 mm, un volume régurgité à plus de 45 ml, un reflux dans les veines sus-hépatiques. Donc ça, c'est les critères ETT qui sont les plus classiques et qu'il faut avoir avant d'envisager un traitement percutané. Mais comme la classification ne suffisait pas, il a été décidé, pour le traitement percutané notamment, de redéfinir cette classification et de dire que dans les sévères, toutes les sévères n'étaient pas pareilles et qu'il y avait des IT qui étaient dites torrentielles avec un sort à plus de 0,8, des IT massives avec un sort à plus de 0,6 et des IT sévères avec un sort à plus de 0,4. Et donc la définition a été repensée pour le traitement percutané, peut-être pour pouvoir dire qu'on est passé d'un grade 5 à un grade 3 ou un grade 2 avec le traitement percutané. En tout cas, c'est une classification qui s'utilise de plus en plus actuellement avec cette notion d'IT torrentielle. Alors, lorsqu'on parle de critères de quantification de l'IT, c'est toujours en ETT. Et en ETO, ben, on en parle très peu dans les guidelines, alors que l'ETO, c'est quand même le meilleur moyen de voir le gap. Et vous voyez ici une unité sévère à gauche, une unité torrentielle à droite avec un gap monstrueux. Et vous voyez que là, on n'a pas besoin d'avoir de sort ou quoi que ce soit. Pour les échographistes, le sort, vous savez que c'est basé sur la présomption que l'orifice de régurgitation est rond. Et vous voyez qu'à droite comme à gauche, il n'est pas rond. Et dans la tricuspide, comme dans la mitrale, c'est parfois beaucoup plus compliqué anatomiquement. Donc on se sert du sort, mais il faut avoir aussi présence à l'esprit que, et c'est peut-être pas le meilleur critère, ou c'est peut-être pas le critère le plus juste pour évaluer la sévérité de l'IT. Donc en travaillant sur la tricuspide, on s'est rendu compte qu'elle avait parfois, qu'elle n'était pas tricuspide, qu'elle était tricuspide que dans 50% des cas, et qu'elle pouvait avoir plusieurs formes, parfois bicuspide, parfois avec 3 ou 4 festons. Et donc l'analyse de la valve tricuspide est indispensable. On part d'abord sur une coupe en mid-œsophagienne, comme bicommissurale, avec à gauche le feuillet antérieur, à droite le feuillet postérieur en vert, et en tirant à 90 degrés, on va avoir sur l'image de droite soit le feuillet septal, soit le feuillet antérieur lorsqu'on va déplacer le curseur vers l'aorte, soit le feuillet postérieur lorsqu'on va déplacer le curseur vers l'apathie postérieure. L'autre coupe fondamentale est la coupe transgastrique, qui est assez difficile à avoir, mais qu'il faut s'acharner à avoir. Donc c'est pour ça que nous, à Ventriclip, on fait un screening minutieux sous AG, avec les trois feuillets, le feuillet septal en jaune, le feuillet antérieur en bleu, le feuillet postérieur en vert. Vous voyez bien l'apport du 3D pour voir où est la fuite et pour voir l'aspect des feuillets également, et pour voir phénotyper la valve tricuspide. Le 3D est aussi très intéressant lorsque le patient est hypogène, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Avec un zoom 3D large sur la valve tricuspide, on va ensuite se mettre en vue chirurgicale avec l'aorte en haut, la mitrale à gauche, la vidéo 4 en bas,
le feuillet septal, le feuillet antérieur, le feuillet postérieur. Et donc, vous voyez qu'ici, vous avez vraiment une vue anatomique extrêmement précise de la valve tricuspide et de la localisation de la fuite, en plus du 2D. Pour ce qui est de la procédure de triclip, Walid vous en parlera tout à l'heure. Actuellement, on met des clips, soit du MitraClip, soit du triclip dans le cadre de TriFR ou d'un paiement par le patient, soit du Pascal pour faire de la réparation bord à bord. Et cette réparation bord à bord va consister à diminuer la fuite en amarrant le feuillet antérieur ou le feuillet postérieur au feuillet septal, puisque l'anneau se dilate vers l'extérieur, vers le feuillet antérieur et postérieur. Et donc, il faut pouvoir amarrer ces deux feuillets au feuillet septal pour diminuer la fuite de manière la plus pérenne possible. Pour ce qui est de la procédure, en fait, c'est un peu comme pour le MitraClip. On va descendre le clip dans la zone d'intérêt pour avoir une triple perpendicularité dans tous les plans. Ensuite, on va passer en transgastrique et on va positionner le clip à l'endroit de la fuite. C'est ce qu'on voit ensuite en bas à gauche, à clip orientation. Et ensuite, faire un grasping pour pouvoir vérifier que les feuillets ont bien été incorporés dans le clip. Voici le grasping que vous voyez. Donc, vous voyez que les deux feuillets se posent sur le clip tricuspide ouvert et qu'ensuite, la fuite a diminué de manière extrêmement importante. Voici le résultat avant et après. Vous voyez que ce soit en 2D ou en 3D, on a une très belle visibilité de l'efficacité du clip sur la fuite tricuspide. On peut aussi faire des procédures combinées, mitro-tricuspide, comme vous voyez ici, avec deux clips sur la mitrale, deux clips sur la tricuspide, avec l'apport de l'écho-navigateur qui nous est parfois précieux dans le guidage. Une fois qu'on a compris cette procédure, il faut savoir quelles sont les bonnes formes anatomiques ou pas. Il y a d'abord des contre-indications qui sont liées à l'anatomie de la valve tricuspide en elle-même, aux sondes de pacemaker et à la futilité. La futilité, c'est des patients qui sont moribonds, qui ont une HTAP précapillaire à plus de 65 mm de mercure, qui ont une dysfonction VD majeure avec un VD extrêmement dilaté. Donc ça, c'est ce qui est de la futilité. Et le reste, c'est de l'anatomie. Est-ce qu'on va pouvoir ou non attraper les feuillets? Est-ce qu'ils sont trop restrictifs? Est-ce que le gap est trop grand ou est-ce que la sonde de pacemaker gêne? Vous voyez ici, c'est une unité torrentielle. Et on voyait bien qu'avec l'unité torrentielle, ici, le patient a été essoré de chez essoré. Vous voyez bien qu'avec les clips qui font 7 mm de long, on n'arrivera jamais à pouvoir choper à la fois le feuillet septal et le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Donc ça, d'emblée, si le patient a été optimisé après cure de diurétique intensive, c'est un patient qui sera contre-indiqué pour le clip et chez qui il faudra discuter une prothèse. Pour ce qui est de la sonde de pacemaker, c'est parfois pas gênant du tout. Vous voyez ici, la sonde de pacemaker est extrêmement latérale, passant dans la commissure entre le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Donc il n'y aura aucun problème à pouvoir procéder à une procédure de triclip pour attacher le feuillet antérieur au feuillet septal ou au feuillet postérieur. En revanche, chez ce patient qui a été resynchronisé, vous voyez qu'on a beau avoir toute la bonne volonté du monde, mais il est quasiment impossible de pouvoir accéder à la valve tricuspide, puisqu'il y a une sonde au milieu et une sonde de resynchronisation VG. Donc, l'anatomie est fondamentale. Une fois que l'on sait faire la procédure, la vraie question, c'est de savoir est-ce que la procédure sert à quelque chose. Et encore, ce très très beau papier de Gilles Dreyfus qui a été publié à l'ESC, présenté à l'ESC et publié en septembre 2023, qui montre que finalement, lorsque l'on arrive trop tard dans la maladie, lorsque le T-score est à plus de 6, finalement, que faire médical, chirurgical ou percutané, ça n'améliore pas le pronostic du patient. Et donc ça pourrait nous pousser à proposer des interventions sur la valve tricuspide à des idées qui sont à risque chirurgical faible ou bas pour améliorer la mortalité. Mais c'est encore des choses qu'il va falloir travailler. On l'a fait beaucoup dans l'étude TriFR, où on attend les résultats. C'est une étude qui a permis la randomisation de patients triclip versus traitement médical sur des IT secondaires, un peu comme Triluminate aux États-Unis. On va voir si les résultats vont dans le sens d'un intérêt du triclip chez les patients qui ont été secondaires sévères. Et vous voyez que Walid a beaucoup inclus et le CCN également avec Rennes. En pratique, pour discuter d'une réparation bord à bord sur la valve tricuspide, il faut d'abord voir l'anatomie de la mitrale, confirmer le mécanisme, l'anatomie de la tricuspide, c'est un défaut de formation, confirmer le mécanisme de la fuite et sa sévérité. Ensuite, évaluer le risque du patient de manière globale, en heure team, en se servant beaucoup du T-score désormais. Faire une sélection anatomique extrêmement précise en se servant principalement de deux vues qui sont la vue mid-œsophagène et transgastrique. Est-ce que l'on voit? Et lorsque l'on voit, est-ce que l'on pense que l'on peut faire la procédure? Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait un bon résultat final parce que
lorsqu'on a un bon résultat final, on a une chance de pouvoir améliorer le pronostic. Ensuite, il faut pouvoir guider le cardiologue interventionnel pendant la procédure. Et donc là, l'expérience, la learning curve est fondamentale. Et bien entendu, l'interaction avec le cardiologue interventionnel. Et si on se rend compte que le patient n'est pas clippable, il faut rediscuter, soit d'un traitement médical, mais qui va être Je souvent pense, hein. palliatif, On est soit d'une chirurgie, mais qui, chez les patients à un pas d'accord? T-score élevé, est à haut risque. Mais si le T-score est bas, on peut discuter de la chirurgie, soit d'un Ouais. remplacement valvulaire tricuspide percutané. Mais je pense que mes collègues vont en Mais non, parler il y par a pas la de suite. conflit. Mais là, sur Et ce je cas-là, vous remercie et je serai ravi d'être avec vous la prochaine fois. Alors, Merci.